Si vous avez l'âme d'un globe-trotter, vous avez sûrement déjà rêvé d'un voyage en Égypte, sur la trace des pharaons. J'ai eu la chance d'en effectuer plusieurs, le plus récent à bord du Soudan, l'ancien steamer à aube qu'une certaine Agatha Christie avait emprunté lorsqu'elle écrivait « Mort sur le Nil ». Alors suivez-moi vers quelques escales le long du fleuve sacré. Paradoxalement, cette première escale ne sera pas égyptienne, mais britannique. Je vais vous dire pourquoi. Participant à un reportage sur les plus beaux jardins anglais, je me suis retrouvé dans la propriété de Highclere, un immense parc sublime, avec un château magnifique du 19e siècle. Un véritable décor de cinéma. Ah oui, si je vous parle de décor de cinéma, c'est qu'il a servi de toile de fond à de nombreux tournages, notamment à Stanley Kubrick pour l'un de ses derniers opus, Eyes Wide Shut, mais aussi à la série Downton Abbey, très populaire, avec l'incontournable Maggie Smith dans l'un des rôles principaux. Il faut dire qu'en Angleterre comme en France, les propriétaires de châteaux doivent avoir recours à quelques astuces pour financer les très coûteuses restaurations de leur demeure. Et donc, Lord Carnarvon, qui est le descendant d'une grande lignée noble, a trouvé un moyen de réunir quelques subsides pour subvenir à l'entretien de son château en l'ouvrant au tourisme et aux réalisateurs de films et de séries. Je suis accueilli par son épouse, l'épouse donc de George Herbert Carnarvon. Le couple vit dans un petit cottage à côté, pas vraiment dans le château. Mais enfin, madame se propose de me faire visiter les plus belles salles du bâtiment. Et donc au rez-de-chaussée, je vois des salons parfaitement meublés, des salles d'apparat, etc., etc. Je lui demande s'il est possible de visiter l'étage. Elle me répond que non, en raison de l'état assez déplorable dans lequel se trouvent les chambres supérieures. En revanche, elle me dit « Mais si vous voulez, je vous emmène à la cave ». Là, j'ai quelques réticences parce que j'essaie de lui faire comprendre que ne buvant jamais d'alcool, je n'ai pas un grand intérêt pour les tonneaux et les fûts de vignobles britanniques. Elle me dit « Mais attendez ». Et elle m'entraîne quand même au sous-sol. Et là, quelle n'est pas ma surprise de découvrir non pas des tonneaux et des fûts, mais une incroyable collection de pièces d'archéologie égyptienne. Des bijoux, des pièces gravées, et surtout un incroyable sarcophage d'une femme noble égyptienne, vieux de 3900 ans. Alors, surprise, je lui dis « Mais attendez, vous êtes collectionneuse ?» Elle me dit « Moi non ». Mais nos ancêtres, oui. Imaginez-vous que l'un d'entre eux a financé les expéditions de Howard Carter, le célèbre égyptologue et archéologue, au début du siècle dernier, en Égypte. Et malheureusement pour lui, il est mort en 1923, juste avant la découverte de la chambre funéraire qui contenait tous les trésors de Toutankhamon. Si bien qu'il ne l'a jamais vu, et il avait dépensé pourtant des fortunes pour financer les expéditions d'Howard Carter. Alors, au départ, la collection de notre ancêtre était beaucoup plus importante que ce que vous voyez là, mais en raison des impôts qui étaient très hauts en 1920, il a dû se résoudre à vendre une partie de ses objets au Metropolitan Museum de New York. Mais enfin, ce qui reste là n'est pas mal, n'est-ce pas ? Effectivement, madame, c'est pas mal. Il y a quelques années, je me retrouve invité dans une incroyable demeure, celle du seul homme qui habite au cœur de la mythique nécropole égyptienne
de la vallée des rois. Et ce quelqu'un, eh bien, c'était un certain Mohamed El-Biali. Ce passionné d'égyptologie était à la direction des antiquités de Thèbes-Ouest. Cela lui valait l'insigne honneur d'être le gardien du plus fabuleux cimetière de l'histoire. Mohamed El-Biali m'explique que c'est un certain Belzoni, aventurier italien du XIXe siècle, qui a construit son refuge. Il l'a fait à l'image des modestes habitations locales. Mon hôte me dit qu'il habite depuis de longues années dans cette demeure et qu'il ne déménagerait pour rien au monde. Il a besoin de ce décor aride et montagneux. Et d'un coffre dissimulé derrière son bureau, l'archéologue saisit un sac de toile grossière dont il dénoue le cordon. Tombe alors dans un cliquetis métallique des dizaines de clés dont les étiquettes portent des noms fabuleux. Toutmosis III, Amenoph-Fils II, Ramsès VI. En tout, plus de 62 tombes mythiques. Voici celle qui ouvre le tombeau d'Aï, le successeur de Toutankhamon. Cette tombe est fragile et donc interdite au public, mais je vais vous y montrer une rareté, la salle mortuaire ornée de babouins. Elle a été mise à jour par Belzoni, justement. Alors voilà qu'on se faufile dans un boyau creusé 1300 ans avant Jésus-Christ. Je ne peux qu'admirer l'ingéniosité développée par les constructeurs afin de déjouer la cupidité des pilleurs déjà actifs à l'époque. Mais ce qui me frappe le plus, c'est l'exubérance spirituelle d'une civilisation obsédée par l'au-delà, dont les représentations instrumentent le grand voyage à accomplir vers le royaume d'Osiris. Je saisis alors qu'en choisissant de dormir au-dessus, Mohamed El-Biali jouxte l'éternité. Il y a quelques années, je me trouve dans un petit groupe de journalistes très privilégiés, puisqu'invités à une visite privée de l'une des plus belles tombes de la vallée des rois, celle d'un certain Séti Ier, qui fut un valeureux combattant, semble-t-il. Alors, il faut vous imaginer un vaste réseau de couloirs et d'escaliers, vraiment impressionnants, mais plutôt bien aménagés, avec des décors en bas-relief somptueux. Il représente le pharaon en présence des différents dieux du panthéon égyptien, et plein d'autres détails intéressants retiennent mon attention. Je pense aux cigares du pharaon et aux aventures de Tintin. Au début de la descente, je remarque la déesse Maat qui surplombe l'escalier avec ses ailes déployées, puis sur le mur de gauche, une fresque qui dépeint la descente du sarcophage dans le fond du tombeau. C'est justement là, vers ce fond du tombeau, que l'un de mes confrères, photographe, Jacques, se réjouit d'arriver. On lui a dit qu'il serait interdit de photographier, mais il me glisse à l'oreille qu'il va bien trouver une astuce pour pouvoir ramener quand même une ou deux images de ce moment extraordinaire. Notre visite se poursuit, on passe sur un petit pont en bas. Enfin, dans la salle du sarcophage, magnifiquement conservée, j'admire au plafond la voûte céleste avec ses divinités. On nous explique que la tombe n'en finit pas de livrer ses mystères. En 2010, des archéologues ont dégagé un nouveau tunnel long de 174 mètres. Vers quoi menait-il ? Une mission suisse continue à fouiller certaines pièces et annexes de cette tombe. Nous voilà donc dans le sein du saint. Et mon ami Jacques me dit « Tu as vu, il y a des gardiens qui semblent nous avoir à l'œil. Mieux vaut être prudent avec nos appareils photos. » On nous invite à regagner la surface, donc à longer dans l'autre sens ce long boyau jusqu'à la lumière extérieure. Je suis le petit groupe et je songe à toutes les belles choses que nous venons de voir, tout en essayant d'imprégner ma mémoire de toutes celles qui défilent encore devant mes yeux. On sort du tombeau, éblouissement par le soleil extérieur, et on regagne un petit campement où va nous être servi une petite collation et quelques rafraîchissements. Je ne remarque pas à ce moment-là l'absence de Jacques, le photographe.
Une heure et demie s'écoule, jusqu'à ce qu'on nous invite à remonter dans le car qui nous conduira vers d'autres merveilles de cette partie de l'Égypte, du côté de Luxor. À ce moment-là, je me dis, mais tiens, où est Jacques ? Pas de Jacques, ni à droite, ni à gauche, ni aussi loin que porte ma vue, dans ce paysage rocailleux et plutôt austère. Je vais vers le guide et je lui dis, curieux, il nous manque quelqu'un. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vois ? Mon Jacques, qui sort seulement du tombeau, l'air complètement paniqué, et qui vient me dire « Je viens de vivre le pire cauchemar de ma vie ». Tu n'as pas remarqué, mais lorsque vous êtes reparti vers la sortie, moi, je suis resté dans un petit coin, tout au fond du tombeau. Et j'ai remarqué que les guides s'en allaient aussi, et je me suis dit « Eh bien, c'est le moment ou jamais de prendre mes photos, en échappant à tout contrôle ». Là, je réussis quelques belles prises de vue, jusqu'au moment où je me dis « Bon, soyons raisonnables, maintenant je rejoins le groupe et je ressors à mon tour ». Mais voilà pas qu'au bout de quelques pas franchis dans le boyau, c'est l'obscurité totale. Électricité coupée, plus une seule lumière, plus rien. Et mon Jacques se retrouve là, dans son boyau, en tâtant les parois pour essayer de savoir de quel côté se diriger, en fantasmant sur la possibilité de finir ses jours dans un labyrinthe sous la malédiction des pharaons. Il a essayé d'appeler quand même au bout d'un moment, mais personne ne répondait. Il a continué sa route à tâtons, un pas après l'autre, jusqu'à ce qu'enfin il distingue un petit rayon de lumière sous la porte de l'entrée principale qui avait été refermée. Alors aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il s'agissait d'une panne d'électricité, mais vu que la porte avait été refermée, j'imagine plutôt qu'on avait coupé l'électricité, sachant qu'il n'y avait personne à l'intérieur du tombeau, le temps de notre petite pause, quitte à la réallumer un peu plus tard. Mais moi, chaque fois que je retourne en Égypte, je repense à cette histoire et je me garde bien de quitter le groupe, au risque de connaître la même mésaventure. Encore un privilège, toujours à Luxor, toujours en Égypte, mais cette fois-ci après une série d'attentats qui a marqué le pays et qui l'a plus ou moins vidé de ses touristes. J'entreprends la visite du temple de Karnak, souvent filmé au cinéma ou à la télévision, et j'attends avec impatience le moment de me retrouver dans cette immense salle bordée de colonnes gigantesques qui réduit tout visiteur à la taille d'une fourmi. Au moment où j'arrive là, je me retrouve vraiment seul. Aucun Japonais à l'horizon, aucun autre touriste, personne. Incroyable, incroyable. Je me dis, c'est le moment de sortir ma caméra, de la visser sur son trépied, de me mettre en face de l'objectif et de décrire ce moment unique. Et alors que je suis en train de préparer mon petit laïus, un gardien, assoupié au pied d'une de ces colonnes, au loin, au fond de la salle, se rapproche de moi et m'interpelle. « Monsieur, vous savez combien ça coûte ?» Je ne sais pas s'il veut parler du temple. Je lui dis « Combien coûte quoi ?»« Eh bien, ce que vous êtes en train de faire. » Je vais dire « De filmer ?»« Oui, monsieur. » « Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait un billet spécial à payer pour avoir le droit. »« Non, non, me dit-il, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, prendre toutes les images. Mais savez-vous que cette salle a été utilisée lors du tournage du film Mort sur le Nil et que les producteurs américains ont dû dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars pour pouvoir confiner cet endroit et le réserver au tournage pendant une demi-journée. »« Ah bon ? Alors vous pouvez continuer votre travail, monsieur, maintenant que vous savez. » Oui, je savais surtout que j'avais là un cadeau somptueux, puisque nous vivions le jour de mon anniversaire en ce mois d'avril. Et mon dernier privilège se situe au Caire, plus exactement au musée des Antiquités. Je savais qu'il s'étendait sur plusieurs étages et qu'il contenait un nombre incroyable de trésors
dont le fameux trésor de Toutankhamon, si souvent convoité par les visiteurs. Là aussi, un avantage extraordinaire quand on est journaliste, c'est que parfois on vous ouvre les monuments célèbres avant l'arrivée des foules. Et là c'était le cas, un quart d'heure avant l'ouverture officielle du bâtiment, me voilà avec 3 ou 4 confrères arpentant assez rapidement les différentes salles du premier étage avant que d'autres nous y rejoignent. Je remarque dans une d'entre elles, la salle 45 si je me souviens bien, 2 superbes statues en bois de Toutankhamon, grandeur nature, recouvertes d'un vernis bitume noir et dorées à l'or fin. Un peu plus loin, un superbe trône d'apparat, recouvert de feuilles d'or et tout incrusté de pattes de verre et de pierres précieuses. Aussi une prodigieuse collection de fauteuils royaux, incrustés de pierres, de métaux précieux, d'ivoire et d'ébène. Puis des objets familiers de Toutankhamon, des tissus, des sandales, des vases à onguents, des éventails et même des lits d'apparat. Peut-être moins richement dotés que les objets précédents, mais tellement touchants par l'extraordinaire design, comme on dirait aujourd'hui, de leur confection. Mais moi, je suis surtout impatient de me rendre à la salle numéro 3 parce que c'est la plus célèbre du musée et j'espère bien pouvoir la traverser avant les autres. Elle contient le fameux masque funéraire du pharaon, 11 kilos d'or. Il recouvrait la tête de la momie en reprenant le visage exact du pharaon défunt pour être sûr que son esprit le reconnaîtrait et l'aiderait à ressusciter. Il faut savoir que Toutankhamon est monté sur le trône à l'âge de 9 ans et qu'il est mort avant ses 20 printemps. C'est donc le masque d'un adolescent que j'ai sous les yeux, incrusté de pierres précieuses, d'une beauté à couper le souffle. Croyez-moi si vous voulez, mais face à ce trésor, si souvent vu sur les couvertures de National Geographic, et seul à pouvoir l'apprécier, je sens les larmes me monter aux yeux. Et je fixe mon regard sur les yeux d'obsidienne de Toutankhamon, qui eux, depuis 1300 ans, je crois, avant Jésus-Christ, fixent l'au-delà.